Bonjour, bienvenue à tous dans cette nouvelle édition des trophées de la e-santé, ici en direct de Castres, finale de ces trophées 2015, avec 5 catégories que vous allez pouvoir voir aujourd'hui tout au long de la journée, chaque fois 4 à 8 finalistes par catégorie, avec dans l'ordre de passage aujourd'hui donc la catégorie M-Health, on entendra ensuite la catégorie étudiant, troisième catégorie, celle des réseaux sociaux de patients, des acteurs de santé. On enchaînera sur la télémédecine et dernière catégorie de cette journée, l'autonomie et le maintien à domicile. Donc 5 catégories que vous allez pouvoir suivre en direct toute cette journée sur cette télé de la e-santé. Sachez donc que vous allez pouvoir voter tout au long de la journée pour l'un des projets de votre choix. Vous choisissez le projet, vous cochez, vous envoyez. On vous envoie un mail de confirmation pour vérifier la sécurité de la personne qui a voté. Et il y aura donc remise demain soir du prix spécial des internautes. C'est un vote cette année qui sera donc très sécurisé. Il vous faudra bien recevoir un email de confirmation sur votre compte afin d'activer votre vote. Le vote est ouvert jusqu'à demain 16h, donc profitez-en. Et le prix sera remis demain sur cette même scène à 19h pour la remise de la totalité des prix des trophées de la e-santé. Donc on va commencer sans plus attendre par la catégorie M-Health tout de suite. Et pour juger cette catégorie, à mes côtés, Patrice Christofini de la société télécom chinoise Huawei, Pascal Barré, local de l'étape, le laboratoire Pierre Fabre, Philippe Goujon de la société Consort NT, et puis Élie Lobel de la ZIP. Et j'appelle immédiatement une personne pour représenter le projet Mediapcare. Il s'agit de David Senati. Voilà, il va nous rejoindre. Chaque candidat, je rappelle, aura 5 minutes pour s'exprimer, puis ensuite 3 à 4 minutes de questions de la part du jury, ce qui fait un passage de 10 minutes par personne en tout. Voilà, c'est à vous. Merci. Bonjour à tous, ravi d'être ici à Castres aujourd'hui, présenter Mediapcare. Donc, je passe directement sur mes slides. Donc, Mediapcare est une start-up spécialisée dans l'évaluation et la labellisation de la santé connectée, dont je suis le fondateur et le président. La santé mobile, c'est près de 100 000 applications dans le monde. C'est une des catégories d'applications qui augmente le plus, dans un marché en pleine effervescence, avec 3 principaux défis. La sécurité des données collectées, la sécurité des applicatifs, la réglementation avec le statut des applications, le statut des objets connectés et tout ce qui concerne la protection des données issues de ces applications et de ces objets, ainsi que la qualité, la fiabilité médicale des contenus de toutes ces applications. Donc Mediapcare évalue et labellise les applications mobiles de santé. D'accord. On ne voit pas les slides en fait, si? D'accord. Et donc contribue à l'amélioration de la santé des utilisateurs et à la réduction des dépenses de santé par une évaluation et une labellisation rigoureuse de toutes les applications mobiles de santé. Donc voici le label. Donc nous remettons aux éditeurs d'applications un rapport d'évaluation documenté sur tous les axes d'évaluation afin qu'ils puissent améliorer la qualité de leur application et in fine, suite à ce rapport d'évaluation, ils peuvent se voir décerner le label et on leur remet une attestation de labellisation le cas échéant. Un focus sur la méthodologie d'évaluation. Donc, nous avons développé une méthodologie d'évaluation unique, multicritères et indépendante, de plus de 70 critères d'évaluation. C'est plusieurs années de travail, de rencontres avec les différentes agences d'État, institutionnelles, associations de patients, associations de professionnels de santé. Nous sommes soutenus par différents institutionnels, BPI, Région Île-de-France, Ville de Paris, Fondation de France. C'est la première fois que la Fondation de France récompensait une start-up. Donc l'évaluation se procède en plusieurs étapes. Tout d'abord, nous rencontrons les éditeurs d'applications avec qui nous signons un contrat de labellisation afin de garantir la confidentialité des résultats, des données qui sont collectées et qui puissent nous donner le maximum d'informations sur leur application. On les rencontre, on parle de leur modèle économique, de leur vision du marché, de l'objectif de l'application. Ensuite, on procède à une évaluation technique sur tout le volet sécurisation des échanges de données avec un partenaire technique qui regarde également les virus, le fonctionnement. On vérifie aussi l'ergonomie de l'application. Ensuite, on procède à une évaluation médicale par des professionnels de santé inscrits à l'ordre qui sont rémunérés pour l'évaluation de l'application, qui sont les médecins de médecins directs, une société spécialisée. Donc tous les médecins sont inscrits à l'ordre des médecins et ont la bonne spécialité au regard de l'application évaluée. On procède ensuite à une évaluation par les utilisateurs qui se fait dans la durée afin d'évaluer l'application dans toute sa durée de vie. L'évaluation des utilisateurs permet d'avoir une boucle totale sur l'évaluation. Donc nous remettons, le cas échéant, le label si l'application est éligible. Un contrôle scientifique, un conseil scientifique afin de contrôler la grille et les modifications au fur et à mesure. Conseil scientifique composé d'académiques, de différentes personnalités du monde de la santé. Le modèle économique de Mediapcare est biface. 2 points.
Premier point, Medapcare a des clients éditeurs d'applications qui peuvent venir se faire évaluer en vue d'une labellisation afin de se différencier de leurs concurrents et de bénéficier des retours d'évaluation du rapport. Ça, c'est un point mineur. Le point principal du modèle économique, c'est des clients grands comptes, donc des industriels du monde de la santé, des assureurs, des groupes de protection sociale, des mutuelles, qui souhaitent recommander des applications fiables à leurs adhérents, leurs allocataires, leurs clients finaux, afin de se différencier de la concurrence, afin de proposer un service innovant à forte valeur ajoutée, de se différencier par la prévention, et pour certains, notamment les assureurs, de limiter les dépenses le cas échéant. La prévention, c'est toujours difficile d'évaluer le ROI, mais tous ces acteurs ont tendance à développer des offres de prévention parce qu'ils y croient et que c'est un axe d'avenir. Bien évidemment, tout ça s'adresse à l'utilisateur final, à la fois le label éditeur et le label grand compte, afin que l'utilisateur final, qu'il soit professionnel de santé, patient, aidant ou utilisateur en quête de bien-être, puisse s'orienter vers les meilleures solutions, fiables et sûres. Donc Medapcare a une activité d'intérêt général et structurante pour le secteur de la santé connectée. Nous avons eu le soutien de différents acteurs dont je vous ai cité tout à l'heure les principaux. Nous sommes incubés à Boussico, l'incubateur e-santé de la ville de Paris, ainsi co-incubés à l'ICM, donc à la PHP, soutenu par la Fondation de France, Mairie de Paris, Île-de-France, BPI, AG2R La Mondiale, qui est notre premier grand compte client, avec qui nous travaillons à la sélection, à l'évaluation, in fine à la labellisation des applications qui vont pouvoir recommander à leurs adhérents prochainement. Et nous sommes labellisés par le pôle Finance Innovation, qui est le pôle de compétitivité mondiale des assureurs et des banques, qui a validé le modèle économique de Medapcare comme étant intéressant pour le secteur de la santé connectée lié aux assurances. Également, nous participons à tous les groupes de travail, Commission européenne, tous les groupes de réflexion autour de la santé connectée. Je suis régulièrement invité à différentes conférences, notamment participer au ML Summit à Berlin, au Mobile World Congress à Barcelone, différentes interventions et les différents retours médias qui permettent de valoriser le projet auprès de plus grand nombre. Voilà, je vous remercie et à votre disposition pour les questions. Effectivement, un peu de temps qui reste. Merci de cette présentation. On va écouter tout de suite s'il y a des questions de la part du jury. Élie Lebel, peut-être en premier. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, c'est très intéressant. J'ai quand même quelques interrogations sur, d'une part, le modèle économique et le positionnement, parce que fondamentalement, l'évaluation en santé, c'est une activité un peu de nature régalienne, hein, d'une certaine façon. Donc, c'est un petit peu comme si, pour le marquage CE, vous essayiez de mettre en œuvre une start-up sur le marquage CE. Donc, est-ce que c'est un positionnement qui vous paraît pérenne et stable, même si, comme vous êtes en avance sur ce domaine-là, même si vous n'êtes pas le seul, ça peut être un point de réponse. Et concernant le modèle économique, j'ai un tout petit peu de mal à comprendre parce que d'une part, si vous vous faites payer par ceux qui veulent se faire évaluer, vous êtes à la fois jugé parti, donc il y a un problème. Et d'un autre côté, pour les mutuelles et les assurances, si le marquage est public, hein, quel est finalement l'intérêt pour eux de financer, puisque le marquage, il est connu de tous. Alors oui, en fait, il y a plein de questions dans votre question. C'est super parce qu'il restait 1 minute. Donc j'ai les réponses. Donc on va prendre dans l'ordre. Le premier point, vous parlez du modèle économique autour le fait d'être biface, donc à la fois les éditeurs, à la fois des grands comptes, et le fait, surtout, la première point, c'était la crédibilité. L'aspect intérêt général. Il ne vous a pas échappé qu'il y a beaucoup d'organismes de certification qui labellisent et qui certifient des choses, de la marque NF par exemple, TÜV, etc., dans les différents pays membres de l'Union européenne, qui certifient des produits sur la base d'un référentiel qui est soit public, soit privé, et qui sont rémunérés pour le faire, donc on paye pour avoir des labels dans tous les domaines, les fenêtres, les sacs poubelles, etc., donc tout domaine confondu, la santé compris. Maison de retraite, mais bon ça c'est vous qui gérez ce label, la ZIP, il y a tout ce qui est le logiciel de maison de santé, voilà, et c'est payant. Mais du coup, il y a ce côté-là. Le côté avec les éditeurs d'applications mobiles, soit les éditeurs viennent pour se faire labelliser, donc payent pour l'évaluation de leur application. Et lorsque l'on est rémunéré par le grand compte, on va voir les éditeurs qui ne payent pas. On est payé une seule fois, je vous rassure, on n'est pas payé 2 fois. Donc le grand compte nous commande une liste d'applications qui correspond à sa stratégie, en l'occurrence AG2R La Mondiale, principalement les applications pour les seniors, pour le maintien à domicile. On sélectionne les applications, on va rencontrer les éditeurs et on les évalue gratuitement. Ça se passe comme ça, donc il n'y a pas de conflit. On a également un comité d'éthique avec un code éthique, un compliance officer qui vérifie tous les ans. On a également ISO 27002 pour la sécurité du process d'évaluation, un conseil scientifique. On met tout en place pour la crédibilité de l'activité afin qu'il n'y ait pas de risque à ce sujet.
D'autres questions? Je crois que j'ai un peu répondu à la totalité. Tu as eu le temps d'une question ou deux, Pascal Barré? Oui, il y a eu en fait l'échec du on-code qu'on connaît tous. Donc l'important c'est de se faire savoir, de se faire connaître et reconnaître. Ça c'est une première question. Comment vous allez pouvoir passer outre ce premier échec du on-code et ensuite c'est la différenciation par rapport à DMD qui est quand même déjà bien implanté sur le marché. Alors, première question, c'était l'aspect HON Code. Donc l'HON Code, effectivement, a été sous l'égide de la HAS et effectivement a perdu ce partenariat, mais continue toujours à exister. Donc comment se différencier, comment justement être visible? Donc nous, en fait, la base du projet, c'est que nos clients grands comptes, donc AG2R par exemple, qui a des millions d'allocataires, communiquent sur le label Medapcare et sur le partenariat. Ce qui fait qu'effectivement, c'est par ce biais-là qu'on arrive à avoir de la visibilité, parce qu'on n'a pas les moyens de faire des campagnes pub de fou, si vous voulez, dans le métro et dans les magazines. Donc on se base sur ce partenaire grand compte à chaque fois. Pour chaque client, il y a toujours une stratégie différente, il s'adresse à un public particulier, il s'adresse à ses allocataires, donc les applications sont destinées à ses allocataires, et du coup, effectivement, on crée des communautés comme ça. Voilà, ça, c'est pour cette question. Et la question de différenciation, Medapcare a été créé en 2012 sur le principe de créer un label. On était les premiers, on est toujours les seuls à labelliser des applications. On a labellisé un certain nombre d'applications à ce jour, une vingtaine, dont certains sont candidats aujourd'hui au trophée. Donc c'est une activité qui continue, qui a toujours été soutenue et qui n'a pas changé de cap, qui est toujours une labellisation d'applications. On n'est pas une plateforme on n'est pas le TripAdvisor des applis. On est réellement un label quali avec un rendu, avec un rapport d'évaluation afin d'améliorer la qualité des applications. On l'a toujours été. Merci beaucoup David Senati de cette présentation. On va passer au deuxième candidat donc, de cette catégorie ML. C'est une candidate d'ailleurs, Lara Riberex de la société Filigrine, société qui est établie à Grasse, donc près de Nice, et qui vient de vous présenter le projet DTOP. Voilà, c'est à vous pour 5 minutes. Bonjour, ravie d'être parmi vous ce matin. Pardon, je suis un tout petit peu... faut pas que je touche. Donc, je vais vous présenter le projet DTOP, donc dispositif de traitement et d'observance du psoriasis. Et avant de vous présenter ce projet, je vais vous présenter la société Filigrine que je représente. Donc, cette société a été créée en 2012 par Christophe Bianchi, qui vous prie d'ailleurs de bien vouloir l'excuser de ne pouvoir être là ce matin. Elle est basée à Grasse et elle s'appuie sur 3 pôles de compétences, la pharma, la santé donc, la cosmétique et l'électronique. Donc Filigrine a aussi la chance d'avoir des partenaires, qu'ils soient industriels ou académiques, pour le soutenir dans ses projets et fait partie de 3 pôles de compétitivité, le pôle SCS, le pôle Eurobiomède et le pôle PASS. Donc la technologie Filigrine. Donc Filigrine développe des dispositifs médicaux autonomes et sécurisés de diffusion par iontophoreuse. La diffusion transdermique d'actifs associés à des UVB, et ces dispositifs sont connectés, donc permettent d'avoir une connexion Bluetooth pour un contrôle et une observance. En ce qui concerne le dispositif de traitement et d'observance du psoriasis, on sait que c'est une pathologie qui touche quand même plus de 2,5 millions de personnes qui sont atteintes du psoriasis en France. C'est une pathologie qui est assez handicapante, puisqu'on sait qu'à peu près 4 personnes sur 10 disent préférer rester plutôt assez éloignées des personnes qui souffrent de psoriasis, même si on sait que cette pathologie ne s'attrape pas, si on peut dire ainsi. Et c'est vrai que c'est une maladie qui est quand même assez handicapante, puisque c'est vrai que les gens sont contraints à une prise en charge qui n'est pas toujours simple, puisqu'ils sont obligés régulièrement, pour certains, d'aller voir leur médecin ou d'aller dans des centres pour prendre des traitements. Et c'est vrai que c'est assez handicapant dans la vie au quotidien. Donc c'est une maladie de peau qui touche à la fois la peau, voire les articulations, aussi bien sur l'homme, la femme, l'enfant ou le nourrisson. Et elle survient en général sur un terrain génétique associé à des facteurs environnementaux. Les photothérapies sont considérées comme étant le traitement de première intention sur le psoriasis en plaques, qu'elles soient étendues et sévères. Et Filigrine développe un dispositif programmable, autonome et sécurisé qui combine à la fois l'iontophoreuse, puisqu'on sait que l'iontophoreuse facilite la diffusion transdermique d'actifs, mais aussi des UVB à spectre étroit.
qui permettent d'associer donc à la fois un traitement topique local. Autre particularité de ce dispositif, il est donc connecté, ce qui permet d'assurer l'observance tant pour le patient que pour le médecin, puisqu'on sait que l'observance est extrêmement importante dans la prise en charge du psoriasis. Voilà, j'ai été relativement rapide, je vous prie de bien vouloir m'excuser et je vous reste à votre disposition pour les questions que vous pourrez avoir à poser. Moins de 3 minutes. Merci. Qui est-ce qui entame séance de questions? Patrice Christofini. Juste une question. Je suppose qu'avec cette histoire d'observance, en utilisant vos applications, Oui. vous avez une donnée. Qu'est-ce que vous faites de cette donnée? Est-ce qu'il y a une plateforme technique? Il y aura une plateforme. Comment vous traitez ce point? Alors, il va y avoir une plateforme, bien évidemment, puisqu'on est sur des données médicales, il faut qu'elles soient sécurisées. Donc, on travaille en collaboration. Pardon, je vais revenir. Comment je peux revenir? Hop, encore? Voilà. Donc je sais que M. Bianchi, qui est porteur, l'a déjà rencontré différentes plateformes technologiques qui permettent de sécuriser les données. On est en train de travailler en termes d'observance en termes de sécurité des données sur un dispositif qui sera un dispositif NFC, donc qui permet vraiment de sécuriser au maximum les données. Alors les données qui pourront être montées en termes d'observance seront à définir avec les médecins. On peut avoir la durée du traitement, le type de traitement. Donc c'est vraiment à la carte, je vous dirais. Il y aura un nombre de programmes qui sera défini. Pascal Barré. Oui, c'est un peu notre domaine. Alors, Oui. je voulais savoir plusieurs choses. D'une part, est-ce que le dispositif est déjà en place? Est-ce que vous avez déjà des études cliniques? Alors non, on n'a pas encore d'études cliniques, ça fera partie, on est en train de travailler sur ce dispositif. Alors la pièce main, puisque on l'aperçoit, hop, voilà, vous l'avez là. C'est un petit peu de la taille d'une montre, c'est ça? C'est un peu ça? Alors je l'ai avec moi, si vous permettez, je peux vous la présenter, mais Allez-y, ça risque d'être un allez-y, petit oui, peu allez-y juste. rapidement. Non, c'est pas de la taille d'une montre, en fait, c'est un dispositif qui fait à peu près une dizaine de centimètres, un petit peu plus grand, avec une poignée. Et en fait, il est extrêmement pratique parce qu'il est tout à fait portatif. C'est aussi une des innovations de ce dispositif, puisque ça permet, contrairement à ce qu'on peut trouver sur le marché, qui sont des lampes relativement importantes, à des coûts importants, d'avoir un dispositif qui peut être soit à l'achat auprès des dermatologues, soit à l'achat pour les patients ou en location, et qui permet surtout de faire un traitement et une observance du psoriasis à domicile, puisque comme je vous le disais précédemment... Le côté ambulatoire est tout à fait intéressant. Voilà. Mais est-ce que vous avez testé par ailleurs l'unophorèse sur d'autres pathologies dermatologiques? Sur d'autres pathologies dermatologiques, pour l'instant, non, puisque la société a été créée en 2012. On va faire une première étude clinique, mais qui, elle, est sur l'iontophorèse et les AINS. Donc, c'est des choses qui sont encore un petit peu en cours pour l'instant. Très bien, la première merci. étude clinique aura lieu au 3e semestre 2015. Mais on espère pouvoir... Elle est prévue où, votre étude Elle clinique est prévue au CHU de Nice, en collaboration avec le CHU de Nice et le CIU Santé, mais on espère pouvoir faire très rapidement une première étude sur des pathologies dermatologiques. Pourquoi pas avec Pierre Fabre? Merci. Pascal Barré de Pierre Fabre. Élie Lobel de l'ASIP, une autre question. Juste une toute petite question. Est-ce que vous avez déjà fixé des éléments de prix et quel est le modèle économique que vous envisagez? Alors, en ce qui concerne les éléments de prix, je pense que monsieur... Alors, moi, j'aurais malheureusement pas les compétences pour pouvoir vous répondre. Je sais que monsieur Bianchi travaille. On est surtout en train de regarder par rapport aux LED à UVB qui ont un coût relativement important, ce qu'on est susceptible de faire. Malgré tout, quoi qu'il arrive, les traitements actuels, les dispositifs actuels sont relativement chers, ce qui est la raison pour laquelle on n'a pas régulièrement, pas très souvent en tout cas, de dispositifs ambulatoires et à la maison. Donc le coût, quoi qu'il arrive, sera inférieur aux traitements que l'on peut trouver, aux dispositifs que l'on peut trouver actuellement sur le marché. Mais je pense qu'on sera aux alentours de... Monsieur Bianchi va peut-être me tirer les oreilles, environ un peu plus de 300 €. Mais ce qui reste déjà, de toute façon, quoi qu'il advienne, bien inférieur à ce qu'il est actuellement sur le marché. Élie Lobel, prenez bien votre micro. La prise en charge. Alors la difficulté, effectivement, ça sera de créer un modèle économique qui, à terme, pourra permettre une prise en charge, on l'espère, par la sécurité sociale. On sait que la photothérapie est déjà prise en charge par la sécurité sociale en ambulatoire. Je pense que c'est un nouveau modèle économique et qu'il va falloir travailler dessus. J'ai les coûts de prise en charge.
Je ne l'ai pas pris, mais on est à l'ordre de 19 € environ par séance de photothérapie. Donc, à voir si au niveau du modèle économique, on va y travailler. De toute façon, ça sera quelque chose qui devra nécessiter dans l'absolu une prise en charge. Merci Lara Ibrex de ces explications, de cette présentation. Donc ce projet DTOP développé par Filigrine. J'ai appelé le candidat suivant. Il s'agit de Mehdi Benchoufi de l'association Ecopen, voilà, qui va nous rejoindre. Et je en profite pour rappeler que vous pouvez voter pour le projet de votre choix, ce qui vous semble le plus intéressant pour remettre ce grand prix des internautes demain. Voilà, on vous laisse la parole pour 5 minutes. Bonjour, Mehdi Benchoufi. Donc je vais vous présenter un projet qui s'appelle Ecopen et dont l'objet est de construire un écostéthoscope, soit plus simplement une échographie, pluguée sur un smartphone, quel que soit l'OS, et le tout en full open source. Les impacts potentiels concernent étroitement l'orientation diagnostique, quelle qu'elle soit, toute pathologie confondue. On a commencé à sérier, et je vais y revenir, les pathologies types sur lesquelles on pourrait agir. Mais les bénéficiaires immédiats sont les personnels professionnels de santé, en règle générale, et dans un premier temps, en tous les cas, les médecins. Donc il s'agira de la médecine hospitalière, la médecine générale, la médecine d'urgence, la médecine en zone sous-médicalisée. Donc ça concerne les déserts médicaux, ça concerne les pays en voie de développement. Alors, les bénéfices attendus d'un tel dispositif, c'est un accès universel, ubiquitaire à l'imagerie médicale, où qu'on soit. Encore une fois, il peut s'agir de la médecine hospitalière, mais aussi de la médecine de brousse ou de cambrousse, lampant et au plus large. On souhaite un diagnostic, ou pour être peut-être un peu plus exact que ce qui est écrit, une orientation diagnostique qui soit accélérée, simplifiée et en toute sécurité. Sur ces éléments-là, on pourra éventuellement échanger. Le point cardinal, vous l'aurez compris, c'est le caractère open source et qui fonde vraiment toute l'originalité de notre démarche et qui augure de coûts dont je vais vous donner un peu un ressenti. Aujourd'hui, des dispositifs ultra portables, d'échographie ultra portables existent. Ils sont aujourd'hui, ils sont produits par General Electric ou Philips. On est dans les ordres de prix variant de 8 000 à 10 000 $. Notre affaire est de réduire ces coûts-là par un facteur 100. Donc c'est une ambition qui est très forte. On a commencé aux alentours du mois d'octobre à sérier les problèmes, à essayer de voir dans quelle mesure on pourrait attaquer le sujet. C'est possible et on a commencé à le faire et je vais vous donner 2-3 éléments à ce sujet. Alors la démarche technique, je ne vais pas rentrer dans des détails, mais consiste à basculer l'essentiel de l'intelligence de notre système dans le software. Donc avoir un hardware rusé, intelligent, souple, avec un dispositif technologique qui est celui qu'on obtenait dans les années 80, fin des années 80. Et en revanche, tout le post-processing et donc l'intelligence soft du système sera basculé dans une application qu'on pourra télécharger en un clic. Là où on en est aujourd'hui, on a commencé à prototyper voilà 4 mois. Ça a commencé donc par le hardware à l'école normale supérieure et je voulais vous dire à quel point c'était une joie de travailler dans un cadre très communautaire. Donc c'est vraiment du crowdsourcing, de l'intelligence collective qui rassemble à la fois des ingénieurs de haut niveau de l'école normale, mais aussi des centres de formation d'apprentis, puisque la partie du dispositif technique électronique sera développée dans un centre qui s'appelle la FORP, donc qui est en banlieue parisienne. Et on essaye voilà, de combiner, d'articuler toutes les compétences possibles et de bénéficier vraiment de l'effet de l'intelligence collective et voilà, de ce qu'on appelle communément le crowdsourcing, afin de prototyper dans les meilleures conditions. On compte prototyper aux alentours de février 2016. On aura un dispositif complet. Aujourd'hui, nous en sommes à 1/3 de la sonde. On a fini le backing. La partie transducteur, je pense qu'on l'aura fini aux alentours du mois de septembre. On a fini l'interface application pour l'application, en tous les cas, Android. Et aujourd'hui, on peut s'honorer d'avoir une communauté vaste d'une 60aine de personnes. Voilà pour être vraiment au plus synthétique. Donc, c'est une échographie qu'on branche d'emblée sur un smartphone et on veut apporter ça dans la main du médecin, au plus près du patient. Et on pense voilà, que les conséquences seront vraiment cardinales pour la médecine d'urgence, encore une fois, la médecine générale, la médecine de spécialité, qu'on soit sous le tropique ou ailleurs.
Merci de ces explications. Des questions de la part du jury? Philippe Goujon. Oui, j'ai une petite question par rapport à la communauté open source. Ouais. Comment est-ce que vous allez pouvoir sécuriser votre code et être sûr que l'image qui va être rendue sera la bonne? Et comment vous allez pouvoir certifier au niveau santé votre logiciel? D'accord. Alors, je vais répondre en deux temps. Pour les aspects de sécurisation du code, ça, on sera absolument vigilant, notamment sur l'aspect software. Donc, il y a plusieurs couches qu'on va superposer. Alors, il y a à la fois les développeurs qui ont des prescriptions absolument précises sur ce sujet. Donc, on a plutôt la chance de bénéficier de développeurs de haut niveau et qui sont familiarisés aux questions de sécurité. Le deuxième point, c'est que la sécurité concerne aussi les aspects matériels. Donc ça, on a mis des spécialistes du sujet autour de la question. La sécurité, c'est aussi la sécurité éthique. Un tel dispositif, mis entre les mains peut-être peu scrupuleuses dans certains pays, permettrait peut-être des diagnostics anténataux. Donc voilà, tous ces éléments-là, on les a encore une fois sériés et priorisés de façon à avoir une approche globale, transdisciplinaire, et bien entendu traiter de la meilleure façon qui soit la question de la sécurité. Voilà. Patrice Christofini de Huawei. Il marche normalement. Juste une question, vous envisagez, si vous aboutissez, je suppose, une stratégie de brevet, comment vous voyez les choses? Alors, la licence sera libre. Nous, on est une association. Notre objet, c'est de libérer la technologie. On compte le faire à l'échelle prototypique aux alentours du mois de février, puis ensuite 1 an d'interaction forte entre les médecins qui prendront en main l'outil et puis les ingénieurs qui tâcheront de l'améliorer. Par la suite, il n'est interdit à personne, en effet, de prendre cette technologie et d'en faire une start-up. Alors, les modèles existent, ça s'appelle Arduino, ça s'appelle MakerBot, mais l'objet propre de l'association, en tous les cas que je représente aujourd'hui, est vraiment de libérer cette technologie et de la porter à tout le monde dans des conditions à la fois de prix, mais aussi de sécurité et de qualité, bien entendu, optimales. D'autres questions? Pas d'autres questions de la part du jury. Écoutez, merci beaucoup Mehdi Benchouli de cette présentation donc, de l'association Ecopen et de ce projet Ecopen. J'en profite pour appeler la candidate suivante. Il s'agit d'Isabelle H du réseau Morphée et elle va nous parler de mon coach sommeil. Voilà, elle va nous réveiller pour ça. Allez-y, pour 5 minutes. Merci. Bonjour à tous, donc Isabelle H du réseau Morphée, qui est un réseau de santé dédié aux troubles chroniques du sommeil. Je vais donc vous présenter mon coach sommeil, qui est une application pour aider les jeunes à gérer leur sommeil. Nous sommes partis d'un constat, c'est que les jeunes dorment de moins en moins et sont de plus en plus de difficultés en journée. Nous avons fait une enquête dans les collèges d'Île-de-France et les résultats sont plutôt alarmants. 58% ont du mal à se lever le matin. Et pour 23% d'entre eux, c'est extrêmement difficile. Ils luttent pour ne pas s'endormir en classe, ils sont de mauvaise humeur, ils sont fatigués, bref, c'est pas terrible. Mais que font-ils le soir? Pour 33% d'entre eux, ils restent plus d'1 heure derrière un écran. Quand je parle d'écran, je ne parle pas de télévision, mais bien d'ordinateur, smartphone, tablette. Et pour 14% d'entre eux, plus de 2 heures. On connaît l'effet néfaste de la lumière bleue sur l'endormissement. Que font-ils? Ils envoient des SMS, ils jouent en ligne et vont bien sûr sur les réseaux sociaux. Parfois, certains profitent d'un éveil spontané pour faire l'une de ces 3 activités et pour 10% d'entre eux, ils prévoient même un réveil pour se lever et jouer en ligne. Donc nous avons conçu cette application qui a été conçue donc par des professionnels de la santé spécialistes du sommeil. C'est une application donc pour apprendre aux jeunes à gérer leur sommeil et à retrouver et maintenir un sommeil de qualité. Cette application est de fait un véritable paradoxe puisqu'on utilise un écran pour aider les jeunes à se déconnecter. C'est un paradoxe, mais en même temps, le mobile est le support vraiment adéquat pour toucher les jeunes et leur délivrer un message. Donc son utilisation est essentiellement diurne, comme la saisie des données et les messages que l'on reçoit. Mais le soir, on reçoit uniquement des alertes lorsqu'on détecte une utilisation intempestive via la détection de mouvement, la luminosité extérieure ou le compteur de pas, selon comment est équipé le smartphone. Donc son utilisation est simple. On rentre sa date de naissance, l'heure de son réveil. À partir de ce moment-là, l'application va calculer automatiquement
l'heure d'endormissement maximale recommandée, donc selon l'âge de l'utilisateur. Donc voilà, l'heure d'endormissement. 30 minutes avant 7 heures, on a une première alerte pour nous dire qu'il est temps d'aller se coucher. 30 minutes, parce que le temps d'aller dire bonne nuit, brossage de dents, bisous bisous, etc. Le rituel qui va bien. Donc si après cette heure d'endormissement, une activité est détectée, donc nous avons ces alertes qui se déclenchent, nous incitant à aller dormir et à passer en mode avion. Le matin, on est réveillé par le réveil, qui peut être aussi un enregistrement voix. À ce moment-là, on choisit si on veut rentrer ces données immédiatement ou plus tard dans la journée, selon la qualité de l'éveil. Les données, c'est la confirmation de l'heure d'endormissement, la confirmation de l'heure de lever, son humeur la veille, la dernière activité avant le coucher, etc. Ensuite, nous avons également on retrouve également un bilan hebdomadaire des tableaux de bord où on peut retrouver l'éventuelle dette de sommeil que l'on peut avoir. On a rajouté également une petite touche de gamification avec des badges sous forme de récompense associés à des messages encourageants, donc, qui permet aux jeunes également de faire le lien entre dernière activité avant le coucher et qualité du sommeil, durée de sommeil et l'humeur de la journée, etc. Voilà, c'est une application gratuite disponible pour le moment juste sur Android. Voilà. Donc si vous avez des questions. Je suis désolée, j'ai du mal à adhérer en tant que parent parce que je pense que la problématique, c'est un problème de responsabilité. Alors, demander aux ados d'être leurs propres responsables de leur sommeil alors que justement ils se cachent, tel que vous l'avez montré sur l'image, ils se cachent pour être sur Facebook ou sur Snapchat pendant la nuit, ça me semble difficile. C'est plus une appli pour les parents que pour les enfants, non ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'application a été conçue au départ en répondant à un appel à projet du Conseil régional des jeunes d'Île-de-France. Donc, ce sont les jeunes qui ont sélectionné ce projet. Donc, quelque part, ils ont conscience qu'ils ont un véritable problème. On a fait certes une enquête au départ qui était un peu pas du tout en lien en fait avec l'application à la base dans les collèges, mais l'application est dédiée avec un cœur de cible de 15-25 ans. On commence à, surtout si on est étudiant, à avoir conscience des problématiques de la santé, du sommeil. Donc, certes, il y a la responsabilité parentale. On est entièrement d'accord, parce que oui, je vais me coucher, il n'y a pas de souci. Et puis, hop, avec le mobile, on fait des choses comme on a envie. Mais certains jeunes, peut-être un peu plus âgés que les collégiens, vont commencer à prendre conscience de la problématique du sommeil et essayer d'arranger ça. D'où les messages encourageants et pas du tout moralisateurs, parce que si c'est pour avoir papa, maman dans le téléphone, c'est pas très pratique non plus. Et ça fonctionne pas. On sent du vécu derrière tout ça. Hein. Il y a du vécu. D'autres questions de la part du jury ? Non ? Pas d'autres questions ? Merci à vous. C'était très clair. Merci beaucoup de ces explications donc, pour ce projet. Mon coach sommeil, on va appeler la candidate suivante qui nous vient de loin. On a beaucoup de projets aujourd'hui qui nous sont déposés au niveau international. À peu près entre un quart et un tiers des projets qui arrivent à cette université d'été de la e-santé. Et cette fois-ci, c'est une candidate qui nous vient de Norvège, Megan Bradway. Elle va nous rejoindre. Elle représente NST Telemed, qui a déjà été lauréat dans des précédentes éditions ici. Elle va nous présenter un projet de management de l'écosystème en termes de diabète. Voilà, on lui laisse la parole pour 5 minutes. Hello, my name is Megan Bradway from the Norwegian Center for Integrated Care in Telemedicine. And today, I would like to present to you our Diabetes Diary ecosystem, a tailored health solution allowing patients with diabetes to make their treatment fit them. Now, people with diabetes need to self-manage their blood glucose throughout the day. This means tracking and reacting to several different lifestyle habits, including physical activity, diet, and medication. Now, today, only 10% of patients with type 1 and 13% of patients with type 2 are able to effectively manage their diabetes. Just 10 and 13%. So, today, many people are turning towards apps for help. But there are 3 main problems with this. Most apps do not account for all aspects of a patient's self-management.
So they're not only overwhelmed with the number of choices, but they're frustrated because they may have to operate several apps to completely self-manage. Secondly, patients need to self-manage differently, for example, when they're less active versus when they're more active. And most apps do not account for this variability. Thirdly, these apps are not clinically integrated. So doctors do not know how to react or use these tools for diabetes management. So with this in mind, we created our Diabetes Diary ecosystem. It's comprised of 3 main points: enablers, the Diabetes Diary application for smartphone, and the Diabetes Share Live Cloud. We call it DSL for short. So enablers are devices that collect data on a patient's physical situation. These can be smartwatches, physical activity trackers, or even continuous glucose monitors. Now, they send data directly to the app via a wireless connection automatically, but the data can also be entered manually by the user. So the application itself functions to motivate a patient to better self-manage their diabetes by changing their lifestyle habits accordingly. So when it receives data, either from the users or the enablers, it does 2 main things. First, it tracks and compares all of the data that it collects to goals that the patient themselves set, and you can see that here on this main screen. Secondly, it performs statistical analysis and combines all of the data on graphs. This way the patient can physically see how their lifestyle habits are affecting their diabetes. Now, last but not least, the DSL. This is a cloud-based solution allowing patients to not only view their data online, but also share their data from the app with anybody who has access to the internet, and this includes their doctors. Now, it does this by providing a secure channel to view the data, but not store the data. But the most important part of the DSL solution is that patients are in control of what data they choose to send from the app and to whom. Now, during the development of this system, we use not only traditional medical and research methods, but also social media to involve and better understand our 2 main user groups, doctors and patients, which made us unique in the field of medicine. Now, to determine the outcomes of this system, we performed clinical trials where we collected feedback from doctors and patients, and this resulted in overall positive reviews of its usability and relevance to the users. In addition, the app itself was shown to significantly reduce a patient's long-term blood glucose. This means positive clinical outcomes. Now, today in Norway, we have about 2,000 current installs from the Google Play and Apple App Stores, and an average rating of 4.4 out of 5. In addition, we also receive feedback from our users via our Facebook page, and emails continuously from interested users around the world. Now, in conclusion, we have created and we will continue to develop a diabetes ecosystem that is tailorable, comprehensive, available to the patient anywhere, and clinically integratable. And our next step is to provide this system to patients and doctors around the world. Thank you. Do you have any questions? Merci de cette présentation. Des questions de la part du jury? Yes, just one question. In fact, you are very near a strategy of big data and cloud at small scale. Do you have any competitors? What is the state of art regarding your approach? From what we know, there are no direct competitors because most other systems, they store the data in another, in the cloud or on the doctor's computer, whoever is accessing that data. But we wanted to maintain the patient's control over their own information, so we're only storing the data in the app, which makes this unique in terms of market competition. So 2 questions. If the patient loses the smartphone, so the data is lost, this is the first question. And the second question is, you mentioned positive clinical outcomes. Can you be more specific? Okay. Well, if the patient loses their phone, the information is stored on that phone and nowhere else, so they would lose that information. That is an interesting question. We'll probably explore the development of more security later on. But what was the second question? Sorry, repeat that. The positive clinical outcomes, can you be more specific about the results? Yes. So when patients were
were introduced in these clinical trials, we compared their blood glucose, HbA1c, before they entered the trial and then after, 4 months after, and it was shown to significantly reduce their blood glucose levels, their average long-term blood glucose levels. Does that... I wanted more specific results. I mean, what was the HbA1c percentage before, after, and what was the well, I can only remember effect? the difference. I think it was a 0.5 decrease over a 4-month period in HbA1c levels. Autre question, Philippe Goujon de Consort NT. Just a question for the business model. Today it's a free application. We're actually only offering it free within Norway because we're using Norway as a testing ground. So we're getting a lot of feedback from the users over Facebook and such like that, so we can make a very usable system. The business model for the future, we would like to release it to other countries, but we're currently determining how to do that in a way that we can benefit from that and be able to continuously maintain the integrity of the system. We don't just want to sell it out there without any kind of support. So we're determining that now. D'autres questions de la part du jury? Non, c'est bon. Merci beaucoup de cette présentation, donc de cette application née en Norvège et testée en Norvège actuellement, donc de Megan Bradway. On va appeler la candidate suivante, Cécile Monteil de la société Adsiantam. Elle nous présenter un projet qui s'appelle aussi Adsiantam. Je rappelle à tous que vous avez la possibilité de voter. Les votes ont déjà bien commencé d'ailleurs. Et vous avez aussi la possibilité également en direct de voir l'évolution de ces votes et l'évolution des différents projets. Voilà, on vous laisse donc la parole pour 5 minutes. Merci. Bonjour, donc je me présente Cécile Monteil, là pour vous présenter Adsiantam, qui est une société qui est incubée à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, au sein de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, et puis nous sommes également dans l'accélérateur d'Altran. Donc aujourd'hui, nous sommes tous connectés avec nos smartphones, et puis comme vous le savez bien, avec tout un tas d'objets connectés, qui génère donc un énorme volume de données, un petit peu comme un big data personnel, mais qui aujourd'hui est divers et varié, éclaté et libre d'interprétation. Donc imaginez ce qu'on pourrait faire si on analysait ces données de façon intelligente, non pas pour vous surveiller, mais pour améliorer votre santé. C'est donc la mission que s'est donnée Adsiantam en développant une plateforme de suivi personnalisée pour les médecins et leurs patients. Alors, comment est-ce que jusqu'à présent, on collectait les informations cliniques des patients? Eh bien, lors des consultations ou des hospitalisations, on savait très bien que ces données étaient rétrospectives, biaisées, des biais de rappel, des oublis, des rappels erronés, des biais émotionnels. On sait que les patients ont tendance à raconter ce qu'ils pensent que le médecin a envie d'entendre sur le moment, donc c'était pas très pratique. Donc, les chercheurs ont développé des nouveaux outils, des carnets papier, qui étaient donc remplis 10 minutes avant la consultation ou la veille, voire le jour où était distribué le carnet en avance. Ça a été prouvé par des études. Donc, comme ça ne marchait pas non plus très bien, il y a eu d'autres outils, comme les PDA, ce sont les petits ordinateurs Palm Pilot, qui étaient certes très bien, mais beaucoup trop onéreux, et donc ils ne pouvaient pas être distribués à des populations larges. Il y a aussi, c'est pas sur la slide, mais les infirmières où les infirmières appellent les patients tous les jours au téléphone ou à période répétitive, ce qui coûte très cher. Et puis finalement, le smartphone et les objets connectés sont arrivés, et là, ça a tout simplifié. Avec ces outils des nouvelles technologies, on peut récolter ce qu'on appelle des données en vie réelle, c'est-à-dire des données écologiques directement dans l'environnement du patient. Ces données sont récoltées au bon moment, au bon endroit, elles sont timestampées, géolocalisées, elles peuvent être récoltées de façon par notification, par entrée spontanée, et donc ce sont de véritables smart data. Alors, ce qu'on a fait chez Adsiantam, c'est qu'on est en médecine, donc on ne peut pas simplement proclamer, comme dans d'autres domaines, que les nouvelles technologies, c'est mieux que tout le reste. Il faut d'abord le prouver. Donc, on a commencé par réaliser des essais cliniques innovants, qu'on a réalisés avec des services hospitaliers et académiques, ou alors avec l'industrie pharmaceutique, pour prouver que l'intelligence du smartphone et des objets connectés était capable de produire des données médicales à grande valeur ajoutée. Donc aujourd'hui, on a plus de 15 études en cours qui sont soit en cours, soit terminées. Les résultats sont très positifs, et parce que vous y avez déjà certainement pensé sans avoir eu l'occasion de le demander, mais comment ça se passe au niveau des personnes âgées? Eh bien, ça se passe très bien. Notre première étude était dans la maladie de Parkinson, et les patients préféraient tous utiliser le smartphone plutôt que le papier. C'est l'avantage
d'avoir un ergonome qui fait des interfaces différentes quand c'est des personnes âgées ou par exemple des jeunes diabétiques. Une fois, donc nos études ont également été réalisées à l'international, hein. C'est pas que en France. Donc une fois que nous avons un petit peu éprouvé notre système, on s'est dit ça y est, il est temps de passer à la pratique clinique pour les médecins de ville comme à l'hôpital et de réaliser notre plateforme de suivi. Donc notre plateforme, en fait, c'est quelque chose qui fonctionne de façon très simple. Le médecin a une interface sur l'ordinateur. En quelques clics, selon le profil de son patient, il va générer une application smartphone selon les maladies du patient. Ça va fonctionner par module. Le patient va pouvoir télécharger l'application sur son smartphone de façon gratuite et va pouvoir s'en suivre en fait un échange entre le médecin et le patient qui va être régulé par le médecin, où il va pouvoir des informations qui vont être remontées au médecin. Le médecin va également pouvoir envoyer des informations au patient. Et ce qui est très important, c'est que tous ces modules, donc par pathologie, sont développés avec des key opinion leaders, avec les services hospitaliers, avec nos équipes et avec les patients. Et ça, c'est notre grande force. C'est pas simplement quelque chose qu'on développe en interne, c'est quelque chose qu'on développe avec les professionnels de santé et les patients pour que ce soit vraiment un produit qui soit pertinent et adapté. Donc notre force, c'est notre équipe. On a la chance d'avoir, c'est assez incroyable en France, 3 médecins dans la start-up. On a un pharmacien MBA, on a un ergonome, on a des statisticiens. Et c'est vraiment ce qui fait la force de notre équipe, c'est notre expertise médicale et tout notre grand réseau international qui fait que je suis persuadée qu'on va y arriver. Merci. Merci Cécile Monteil. Des questions du jury? Élie Lebel. Quelle est votre propriété intellectuelle? Alors, donc aujourd'hui, pour tous nos essais cliniques, ce n'est pas nous, en fait, ce sont les chercheurs qui ont la propriété de leurs données. Nous, on ne revend pas les données, on ne les garde pas, c'est la propriété des chercheurs. Philippe Goujon de Consort NT. Et donc techniquement, comment vous assurez que les données sont uniquement côté chercheur? Vous créez des liens à chaque fois sur chaque environnement? Techniquement, ça devient assez compliqué si vous ne devez pas stocker. Alors, en tant que médecin, je ne suis peut-être pas la mieux placée pour répondre à cette question, mais il me semble que ce qui se passe, c'est qu'en fait, les données sont hébergées par les services hospitaliers ou par l'industrie pharmaceutique. En fait, ce qu'on a fait aujourd'hui pendant un an et demi, c'est vraiment des essais cliniques. Et là, on est en train de développer notre plateforme. Donc, pour ce qui va se passer plus tard, encore une fois, moi, je suis médecin, donc mon expertise, elle est médicale. Mais je sais que pour la recherche, en tout cas, voilà, c'était hébergé, ça transitait par chez nous et ensuite, ça allait directement sur le serveur des chercheurs. D'autres questions? Pascal Barré? Ah, vous interrogez tous les deux. Allez, interrogez-vous publiquement. Alors, Pascal Barré, des laboratoires Pierre Fabre. Un peu étonné que vous parliez des laboratoires pharmaceutiques, parce que normalement, les données de santé, justement, en France, en tout cas, on ne peut pas du tout les transmettre aux laboratoires pharmaceutiques. Donc, que ce soit à en des fait, je crois qu'elles arrivent directement sur leur... Et là, normalement, c'est pas possible. C'est uniquement à des fins de recherche, ça, on veut bien croire. Si c'est une CRO, ou une étude clinique ou un essai clinique, voilà. Mais... Alors, on a des essais qui sont en cours, donc c'est sûr que ça marche. Encore une fois, je suis le médecin, donc j'ai vraiment une expertise médicale. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui fonctionne. Donc c'est le petit détail technique là. Et qu'est-ce qui incite les patients finalement à donner toutes ces datas? Comment vous les incitez à... Alors en fait, aujourd'hui, donc, ce sont des patients qui sont inclus dans des essais cliniques. Donc généralement, ça se passe extrêmement bien. On leur explique comment ça se passe. Et c'est un peu comme une inclusion dans un essai clinique traditionnel, en fait. Hein. Ouais. Mais ils aiment beaucoup la solution, en fait. C'est assez rigolo. Ils préfèrent ça au papier, au carnet papier ou aux infirmières. Ils ont comme l'impression qu'on prend plus soin d'eux. C'est assez étonnant. Et finalement, ils sont beaucoup plus impliqués qu'avec les solutions traditionnelles. Donc ça leur plaît. Pas d'autres questions, d'autres remarques? Non, merci beaucoup Cécile Monteil de cette présentation. Merci. On va appeler le projet suivant, Monsieur Paul Dardel, pour nous présenter le projet Staying Alive. Voilà. Avec une danse comme Travolta aussi. Absolument. C'est utilisé par les Américains parce que le rythme de la chanson est celui de la fréquence du massage cardiaque. Donc c'est pour ça. Mais enfin, on va écouter ça avec beaucoup d'attention alors dans ce cas-là. Je vous laisse la parole pour 5 minutes. Bonjour à tous. Donc Paul Dardel, je suis fondateur d'une société qui s'appelle AEDMAP, qui est incubée par Paris Incubateur, qui est spécialisée dans la supervision et la cartographie de défibrillateurs cardiaques. Dans ce contexte, nous avons développé l'application Staying Alive, qui est une application mobile gratuite qui permet de cartographier les défibrillateurs. Et je vais vous parler plus particulièrement aujourd'hui de nouveaux développements qu'on a.
qu'on a appelés les bons samaritains. Juste un petit rappel, aujourd'hui, il y a à peu près 50 000 morts par an en France d'arrêt cardiaque. On en sauve environ 7%. On est assez mauvais. Si on prend nos voisins proches comme la Suisse, comme la Hollande ou la Suède, ils ont des chiffres bien meilleurs. Ce n'est pas la peine d'aller aux États-Unis pour avoir des meilleurs chiffres. Et l'un des éléments, c'est pas le seul, mais l'un des éléments du pronostic clé, c'est la défibrillation précoce. En France, on dit toujours, enfin et dans le monde, qu'on a 4 minutes pour agir en cas d'arrêt cardiaque. En France, les secours mettent en moyenne 8 à 12 minutes pour arriver selon la région où on se trouve. Donc on voit bien qu'on a un gap à combler et c'est de là qu'est née l'idée du projet du Bon Samaritain qui consiste à dire, puisqu'on a des utilisateurs qui ont téléchargé une application qui permet de localiser des défibrillateurs et d'apprendre les gestes qui sauvent, puisqu'elle a été massivement téléchargée, puisqu'on n'est pas loin du million de téléchargements, utilisons cette communauté pour recruter, entre guillemets, des bons samaritains, c'est-à-dire des volontaires, bénévoles, formés aux gestes de premier secours, et ensuite montons une plateforme qui permet aux services professionnels de secours, pompiers et SAMU, de géolocaliser ces personnes et de les déclencher, entre guillemets, en cas d'urgence. Donc en fait, on s'appuie sur Staying Alive, je vous l'ai dit, 1 million de téléchargements, l'application est disponible en 13 langues aujourd'hui et recense à peu près 65 000 défibrillateurs. Donc dans l'application, on avait déjà mis en place le Bon Samaritain, mais on est en train de le peaufiner, et on sort une nouvelle version dans laquelle donc le Bon Samaritain va s'enregistrer. Donc on va lui demander son nom, son prénom, son email, sa qualification professionnelle. Est-ce qu'il est médecin? Est-ce qu'il est pompier? Est-ce qu'il est secouriste du travail? Est-ce qu'il a été simplement formé au PSC1? On lui demande de prendre en photo un justificatif et de nous l'envoyer, et d'accepter bien sûr les conditions générales d'utilisation. Une fois qu'il a fait ça, il devient géolocalisable par les services de secours. On est en train de travailler en partenariat avec les pompiers de Paris et le SAMU de Metz, ainsi qu'avec le 144 à Lausanne, l'équivalent du 112, dans le canton de Vaud en Suisse, pour mettre en place la plateforme de géolocalisation. Donc le système est très simple, vous vous activez comme Bon Samaritain. Une fois que c'est fait, vous devenez géolocalisable en cas de besoin par les services d'urgence. Les services d'urgence, ils ont une interface dédiée où c'est intégré dans leur système, c'est comme ils le souhaitent, qui leur permet, à partir d'une adresse donnée, d'accéder en temps réel à une carte des défibrillateurs. J'allais dire, elle est en temps réel, mais elle ne bouge pas beaucoup. Mais surtout, de géolocaliser en temps réel les bons samaritains, de savoir lesquels sont disponibles ou lesquels ne le sont pas, puisque le bon samaritain va recevoir une notification sur son téléphone qui va lui dire « Un arrêt cardiaque vient d'intervenir près de vous, pouvez-vous aider ?» Il répond oui ou non. S'il répond oui, il devient vert sur la carte. S'il répond non, il devient rouge, ce qui fait que en régulation, on sait tout de suite qui on a de disponible. On sait, en cliquant sur les petits pins de couleur, quelle est leur qualification. Est-ce qu'ils sont médecins? Est-ce qu'ils sont paramédicaux? Ce qui permet aussi d'orienter le choix en salle de régulation. Et une fois qu'ils se sont activés, ils deviennent géolocalisés en temps réel sur la carte, ce qui fait que le centre de régulation les voit se déplacer et peut les envoyer sur le site de l'intervention. On a développé également les outils permettant d'évaluer ce qu'on est en train de faire, dans la mesure où on va faire une étude clinique avec les pompiers de Paris. Et donc, en fait, on trace tous les événements. On trace l'heure d'appel de l'arrêt cardiaque, le déclenchement des bons samaritains, la réponse positive du premier bon samaritain, l'envoi sur les lieux, l'arrivée sur les lieux. L'objectif de cette étude étant de démontrer, de valider et démontrer, puisque ça a été démontré dans d'autres pays, l'efficacité en termes de délai d'intervention sur site d'une défibrillation précoce en attendant l'arrivée des secours professionnels. Voilà, je vous remercie. Juste, j'ai une chose que je voulais dire, on a recruté 23 000 bons samaritains, volontaires, qui se sont spontanément déclarés en France depuis 1 an. Voilà. On va avoir des bons samaritains qui vont se déclarer là tout de suite dans le jury immédiatement. Christophini. Une question un petit peu technologique, il y a quand même un risque juridique. Au regard que c'est de l'urgence, qu'est-ce qui se passe au niveau de votre plateforme? Comment vous voyez les choses s'il y avait un dysfonctionnement de réseau, un système qui ne marchait pas? Comment, sur le plan juridique, ça peut se retourner ou pas contre vous? Voilà. Alors, vous voyez ce risque? Oui, sur le plan juridique, il y a plusieurs aspects. D'abord, on a élaboré, en partenariat avec le service juridique des pompiers de Paris, des conditions générales d'utilisation que doivent valider les bons samaritains quand ils s'enregistrent, pour évidemment garantir la fiabilité de leur information, s'engager à garder la confidentialité de tout ce qu'ils pourront voir. Et finalement, ils interviennent dans le même cadre que vous pourrez intervenir demain si vous appelez les pompiers et qu'ils vous disent
faites un massage cardiaque, ce qui se fait aujourd'hui. D'accord ? Aujourd'hui, les SAMU et les pompiers, ils accompagnent les appelants et les premiers témoins à faire des gestes de premier secours. Donc là, on va utiliser une technologie différente, mais on va arriver au même résultat. C'est-à-dire que la personne va être un volontaire mis en œuvre par le service public, par les pompiers ou les SAMU. Pour ce qui est de notre plateforme, elle est hébergée, infogérée en France. Toutes les transactions entre le serveur et les applications mobiles sont cryptées. La base des bons samaritains est déclarée à la CNIL. Voilà à peu près, et tout est chiffré chez nous. Pascal Barré. Oui, c'est très intéressant. Comment vous dites que vous vérifiez effectivement, parce que c'est de l'autodéclaration, hein, Oui. par un envoi de justificatif. Peut-être que ce serait intéressant ensuite de faire une espèce de formation continue en fait de ces bons samaritains. Bien sûr. Je ne sais pas si vous avez envie. Absolument. Si vous voulez, en fait, on en est au stade où vraiment on va passer. Ça fait un moment qu'on avait mis en place l'outil, qu'on l'avait testé, mais en situation fictive. Aujourd'hui, on va démarrer a priori à partir du mois de septembre sur Paris, Petite Couronne et sur Metz, en plus de la Suisse. Donc l'objectif, c'est de mobiliser cette communauté de bons samaritains. C'est bien sûr de valider leurs compétences, c'est de leur envoyer des formations régulières. C'est aussi de leur apporter la reconnaissance qu'ils méritent, comme ça a été fait en Suisse. Et c'est particulièrement puissant sur le plan de la communication de montrer finalement le couple sauveur-sauvé quand ça fonctionne. Et ils le font. Et je peux vous dire que ça mobilise les gens de manière très significative. Élie Lebel de la ZIP. Oui, donc moi j'aime beaucoup là, le côté très 2.0 rematérialisé. Deux questions. Donc à l'étranger, donc est-ce que effectivement il y a déjà des systèmes de ce type-là déployés de façon assez large et qui fonctionnent? Et la deuxième question, donc c'est concernant le modèle économique. Aujourd'hui, donc votre modèle standard sur vos autres services sont basés sur les partenariats que vous avez avec les exploitants de défibrillateurs. Donc là, pour le Bon Samaritain, enfin, cette application-là, est-ce que vous avez un modèle économique spécifique qui vient s'ajouter à votre précédent modèle? Alors, pour la première question, oui, il y a des initiatives comme celle-là. J'allais dire, on ne l'a pas inventé. Il y a un système qui est presque équivalent dans le Tessin en Suisse à Lugano. Ils appellent ça les Cavalieri del Cuore, les chevaliers du cœur. Ils ont 45% de survie à l'arrêt cardiaque. En Suède, il y a une publication qui est sortie dans le New England au mois de juin par les équipes suédoises. Ils ont une technologie qui est un peu différente parce qu'eux, ils passent par du push SMS. Donc, en fait, ils ne savent pas. Ils envoient, j'allais dire, à l'aveugle, en faisant de la triangulation avec les opérateurs télécoms. Ils envoient à des bons samaritains dans un périmètre donné, mais sans avoir le feedback immédiat, ce qui fait qu'ils ont beaucoup de bons samaritains qui vont sur site et ils n'ont pas couplé avec la cartographie des défibrillateurs. Mais dans tous les cas où ça a été mis en œuvre, il y a une amélioration très spectaculaire du taux de survie à l'arrêt cardiaque. Pour ce qui est du business model, en effet, je vous l'ai dit, ça fait partie d'un écosystème qui est supervision et cartographie de défibrillateurs. Il y a une partie qui est une partie payante, qui est nous facturons la supervision et la cartographie des défibrillateurs aux gens qui les possèdent. Hein, ce n'est pas des partenariats. Aujourd'hui, on travaille pour ERDF, pour Conforama, pour Total. Ils ont des défibrillateurs, on les cartographie, on les supervise. Donc on leur apporte un service de gestion de parc, de traçabilité du matériel, alerte en remplacement de consommables. Donc ça, c'est l'activité commerciale de la société. Toute la partie communication vers le grand public aujourd'hui est totalement gratuite, c'est-à-dire que l'application Staying Alive est gratuite, l'accès à l'information sur ces défibrillateurs est gratuite, et il paraît difficile d'aller vendre l'intervention d'un secouriste bénévole pour aller sauver quelqu'un. Voilà. Donc c'est pas là-dessus qu'on fait le revenu, mais j'allais dire, les deux aspects de notre business se renvoient, se servent mutuellement, puisque plus on supervise, plus on peut fiabiliser la carte qui était initialement une carte crowdsourcée. Et plus l'application Staying Alive est téléchargée et diffusée, plus il est intéressant pour un possesseur de défibrillateur de les faire cartographier pour qu'ils soient recensés dans l'application la plus utilisée. D'autres questions, d'autres remarques? Philippe Goujon? Non, je voulais tendre la main. Non? Je vous remercie. Allez-y. Oui. Moi, j'avais une question par rapport au challenge. Vous avez 13 langues. Oui. Il y a d'autres applications qui sont déjà challengées sur d'autres pays. Comment vous allez pouvoir pénétrer des pays autres que la France ou francophones? Absolument. Alors, en fait, on est une des rares, j'allais dire la seule à ma connaissance, mais je ne fais pas un benchmark quotidien, mais on est une des rares, si ce n'est la seule application de cartographie de défibrillateurs, parce qu'il en existe beaucoup, à avoir d'emblée une approche globale. Puisque beaucoup d'applications existent dans de nombreux pays, mais elles sont souvent dans une seule langue ou dans la langue locale et l'anglais, et elles font une cartographie en général qui est vraiment purement locale. Nous, on a d'emblée voulu monter en puissance et on travaille en partenariat, en général, avec des associations à but non lucratif qui sont impliquées dans la prévention
et la sensibilisation aux gestes de premier secours. C'est le cas en Belgique où nous travaillons avec la Ligue cardiologique belge et nous avons fait une version spécifique pour la Belgique de notre application, bien qu'elle soit en 13 langues. C'est le cas en Suisse où nous travaillons avec des centres de formation de l'American Heart Association. Aux États-Unis, on est en train de travailler avec la AHA, donc l'American Heart Association, pour cartographier Chicago. Donc on avance toujours en partenariat avec des acteurs locaux qui ont une légitimité et qui connaissent à la fois les rouages et les problématiques juridiques réglementaires du pays. Voilà, je vous en prie. D'autres questions? Non. Merci beaucoup pour cette présentation, Paul Dardel, donc de ce projet Staying Alive. Désormais, je saurai que le rythme du massage doit se faire sur la chanson de Travolta et du film. C'est bien à savoir, c'est un bon moyen mémotechnique. Candidat suivant, Albert Pla, qui nous vient lui de l'université de Gérone, en Catalogne. Il va nous présenter le projet NOAH, Neonatologist at Home. Voilà. Merci. Bonjour, good morning. I am introduce you to the NOAH project, Neonatologists at Home, which is a joint collaboration between the University of Girona and the Girona Hospital. A premature baby, it's a baby who is born before the 36th week of pregnancy of the mother. Every year, there are around 500,000 premature born babies in Europe. This is 1 out of 10 of the kids born in Europe, which is it's a quite high number. So when one of those babies is born, it has to stay a long time at the hospital. It can have a hospitalization which can take between 1 and 10 weeks. In this process, they are, at the beginning, they are in a very high-risk stage where they need to be very monitored, they need a lot of care, they need a lot of intervention, but at the end of the hospitalization, they enter to a low-risk phase where they only need to be supervised rather than intervened. So when this happens, when the kid is at the hospital, this is a very uncomfortable situation for the parents and for the hospital. On the one hand, for the hospital, it's very expensive. It has a patient for 10 weeks in the hospital, needing a lot of care, very expensive bed, they need personnel, etc. And on the other hand, for the parents, it's also a very uncomfortable situation because I don't know if you ever seen a NICU unit for premature babies, but they don't have any privacy. Parents cannot stay with their kids all the time they want. They cannot stay at home. They have a high stress level, and this can affect both the health of the baby and of the family. So nowadays there are some hospitals which are trying to solve this situation by starting early discharge programs. In these programs, when the baby arrives at the low-risk stage, they send the baby home, and then there is a nurse that periodically, every 2 days or 3 days, visits the home of the family in order to evaluate how the baby is, if he's okay, if he's growing well, if he's gaining weight, etc. Nevertheless, this has some drawbacks. The first one is that a nurse can only attend a limited number of patients. Due to distant reasons, due to their capacity, the costs of transport, they are limited. The other problem that they have is that when a nurse is visiting the baby, it has a limited number of information. They only have information about the baby every 2 or 3 days. And at the end, there is also the problem that it has a very low cost effectiveness ratio. So in order to tackle these problems and to help the nurses and hospitals, we have developed NOAH, which is a smartphone application which uses wireless medical sensors and artificial intelligence in order to help the monitoring of the baby. So when the baby is at the low-risk stage, he goes home, and then the parents gather information of the baby using the application. Then the application analyzes the information that it's gathered, and then the parents and the doctors can act in consequence. So if we go step by step to the process of the NOAH application, first of all, a given number of times a day, which is determined by the doctors, the parents will get information from the baby. They will get the weight, the heartbeat rate, the oxygen saturation, etc. And besides this kind of objective information, they will also be asked some questions about the behavior of the baby. Is he sleeping well? Is he crying a lot? Is he looks good? He looks bad, etc. And depending on the kind of questions which are
ask of the kind of answers that the parents give, the applications will ask for something or for another question. So once the information is gathered, the mobile phone itself performs the first analysis of the status of the baby. So it says, okay, apparently it looks good, it might be a problem, or there is something that looks completely wrong, please call the hospital. So once the information is gathered and the first analysis is also performed, then the information is sent to the hospital facilities. There, the doctors have a medical platform, a web platform, where they can check all the information which has been gathered by the application, and they also have access to a decision support system. This decision support system performs a second analysis of the status of the baby. In this decision support system, the application compares the information of the baby with other patients which are already in the hospital, so they can have knowledge about what happened in similar situations in past. So then the doctor can take a decision and contact the parents through the application to say everything is okay, or please come to the hospital, or please take some actions, or if they are interested, they can even do a teleconference. And well, currently we have developed the application, the web platform, and we have performed a proof of concept, and now we are starting trials in 2 different hospitals. So thank you. Moltes gràcies, Albert, per aquesta presentació. Gràcies. Quelques questions de la part du jury? Philippe Goujon, consort NT. Thank you. Did you investigate health impact of wireless device on babies? Sorry? Ah, voilà, on vous remet le micro, c'est bon, il est allumé. Do you investigate the health impact of the wireless devices on babies? The waves. Waves. Waves? Waves. The wireless waves on babies. There is a polemics about different okay, Wi-Fi. Okay. We are using a device which is certified by the European Union, and it's used in hospitals already. So we don't think that this will be a problem for the babies. One of the problems that we had during the development of the project is that there are not many wireless sensors for premature babies. So we are limited in this aspect, but we hope that in future there appear new sensors, we will be able to integrate them in the system. Patrice Cristofini, Huawei. Just one question on the economic business model, how you see the development. Who will pay this kind of service? Okay, by the moment we have developed the prototype, and we are, after we perform the trials, if the results are successful, we plan to integrate it into the Catalan health system, who will be the one who will be paying for the product. So we are thinking in a license model where the hospitals will pay for a complete kit, where they will have access to the web platform, to as many applications download as they want, and to a kit of sensors. And they will have to pay a monthly rent, we could say, a monthly fee. This would be the business model. D'autres questions, d'autres remarques? Non, tout est clair. Merci beaucoup, Albert Pla, de cette présentation. Donc, ce projet NOA, Neonatologist at Home, sa dernière présentation de projet dans cette catégorie donc ML, santé mobile. Je vous rappelle, vous avez la possibilité de voter. Il y a beaucoup de monde déjà qui vote pour ces différents projets. Qu'à l'issue de ces votes, qui sont ouverts jusqu'à demain 16h, on remettra donc le grand prix des internautes, un prix supplémentaire. On va remercier le jury également d'avoir participé à cette session. Ils vont maintenant pouvoir se retirer, délibérer tranquillement jusqu'à la remise des prix. Donc demain, 19h, que vous pourrez suivre en direct sur cette même chaîne. On va faire un petit break qui va nous mener, comme le programme le prévoit, jusqu'à 10h40 et on enchaînera sur une autre catégorie qui est la catégorie étudiant. Merci à tous et à tout à l'heure.